On va dédier cette table ronde donc aux Interrail, après avoir vu le film de INXS qui est présent ici à ma droite. Donc on est avec Poche, Honnête, Rap et INXS, 4 graffeurs qui ont d'ailleurs partagé des Interrail ensemble. Peut-être la première des choses, Cédric, ce serait que tu nous expliques ce qu'est un Interrail. Ah, c'est mon boulot. Okay. Ouais, tu t'y colles. Alors l'Interrail est quelque chose qu'on a découvert, nous, c'était donc début des années 90, précisément l'été 93. Donc c'est un billet qui a été mis en place par la SNCF pour voyager à travers le réseau ferroviaire européen pendant un mois. Donc tu choisis des zones, soit toutes les zones, soit certaines zones, et tu peux prendre tous les trains qui traversent cette zone, sachant qu'il y a quelques petites règles comme des suppléments pour certains trains, comme les trains à grande vitesse. Et sur le territoire français, tu payes 50% du billet. Sinon, une fois que tu as passé la frontière, tu as libre accès à tous les trains de tous les pays européens. Donc les pays nordiques, la Scandinavie. Donc ça va de... Je crois que tu peux aller jusqu'en Algérie, si je ne me trompe pas. Quand même. Et de l'autre côté, c'est jusqu'en Finlande. Et après, ça s'arrête vers le fond là-bas, ça s'arrête en Ukraine. Et ça commence en Bretagne, en Brest. Jusqu'à la Grèce, je crois, non ? Et tu peux aller, oui, jusqu'à Athènes. Non, jusqu'à Istanbul. Jusqu'à Istanbul. Ouais. Et c'est pour des gens de moins de 25 ans. D'accord. Ouais, voilà. Mais ça fonctionne par zone, c'est ça qu'il faut préciser aussi. Tu prends un billet par zone. Ouais, voilà, ça j'ai dit. En fait, il y a plusieurs zones. Il y a soit le global, où tu as toutes les zones, soit il y a un qui était zone plutôt du sud, avec Italie, Espagne, Grèce, Portugal, etc. Un plutôt scandinave, et puis un réseau central et pays de l'Est, avec l'Allemagne, et puis la Hongrie, Autriche, République tchèque. Enfin voilà. Je crois que c'était les 3 principales zones. Et après, avec les années, ils ont essayé de faire un peu plus cher certaines zones. Donc le global était vraiment très cher, donc c'était plus facile d'avoir des petites zones. Et puis après, il y a eu les faux billets Interrail, ça c'est un autre problème. Et puis là, récemment, je ne sais pas si ça existe encore. Je crois qu'ils ont vraiment essayé de monter les prix parce qu'ils se sont rendus compte peut-être que ce qu'ils avaient fait, ça allait dépasser un peu. C'était trop avantageux en fait pour les clients. C'était trop avantageux, ça partait vraiment dans tous les sens. Chaque été, il y avait de plus en plus de gens bien en dehors du graffiti qui faisaient des Interrail. Alors du coup, voilà. C'est un billet qui a été mis en place dans les années 70, il me semble ? 72, ouais. 72. 72. Et pour ce qui concerne le graffiti, il faut attendre vraiment la fin des années 80 pour que les Européens commencent. C'est pas les Français. Les Français, ça faudra vraiment attendre l'été 93, comme le disait Honnête. C'est plutôt dans l'Europe, Allemagne et pays du Nord, où ils vont commencer à explorer les autres pays grâce à ce système Interrail. Le tout premier, ça va être Chou. Au moment, alors c'est vraiment l'étape embryonnaire du graffiti en Europe avec la formation des CTK. Donc un groupe qui s'appelle les Crime Time King et formé de différents Européens. Et Chou vient donc en juillet 1985 et lui, pour le coup, il ne voyage pas du tout pour le graffiti, mais il est avec ce billet Interrail et il vient à Paris et découvre qu'il y a une scène graffiti à Paris. Donc il peint sur les quais de Seine et ainsi de suite. Le lendemain, rencontre Mode2, Bando, qui sont déjà eux en connexion depuis depuis 2 mois en fait avant, depuis cette année 85. Et voilà, ils décident de créer un groupe, les CTK, et de commencer à voyager en Europe. Donc c'est un peu les prémices, mais on n'est pas avec le fonctionnement du billet Interrail à proprement parler. Non, mais en tout cas, dès les années 80, donc, il y a une espèce de scène européenne qui se dessine. Oui, tout à fait. Et donc les Allemands, eux, sont un peu les premiers à expérimenter ça, je pense vers 87-88, avec Lumit, avec Cantu et Zepster. Enfin voilà, tous ces gens-là, et les Finlandais aussi, qui vont descendre en Espagne tout début 90. Enfin voilà, il y a quelques prémices d'utilisation du billet Interrail de cette façon, quoi. On est loin de ce qui va se passer dans la fin des années 90 et début des années 2000, avec l'explosion justement des billets Interrail, mais surtout des faux, qui arrivent, ça, Cédric. Enfin, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Alors du coup, Cédric, Honnête, tu découvres le billet Interrail comment ? Alors déjà, je découvre qu'il y a du graffiti ailleurs que
ailleurs qu'en France et en Angleterre et aux États-Unis. Et ça, déjà, c'est une découverte qui est presque révolutionnaire à l'époque. C'est quand le premier magazine, fanzine, je ne sais pas comment on dit exactement, fanzine européen sort, qui s'appelle On the Run. Donc c'est un fanzine allemand? C'est un fanzine allemand qui vient de Hambourg, si je ne me trompe pas. Et donc, on allait acheter nos bombes au marché aux puces à Montreuil. On est en quelle année là? Et là, on est exactement, je ne sais pas, peut-être 91, 92, quelque chose comme ça. C'est mars 91 pour la sortie du premier On the Run. Ouais. Ok, donc voilà, on est tout au début des années 90. Déjà, pour bien remettre dans le contexte aussi, c'est une époque, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de portable. Voilà, il n'y a pas de portable, la télévision, ça ne parle pas de graffiti. Donc les seules visions qu'on a du graffiti, c'est par les deux premières parutions, les deux premiers livres qui sont sortis, qui étaient Subway Art et Spray Can Art. Donc basés principalement sur les États-Unis et un peu sur l'Angleterre et un peu la France. Il parlait aussi un petit peu de l'Allemagne à l'époque. Ouais. Mais voilà, on ne savait pas grand-chose de plus. Mais voilà, parce qu'on parlait de la première génération de graffeurs français qui s'étaient connectés avec Londres et Amsterdam. Mais en fait, ta génération, qui est la deuxième génération des graffeurs français, n'était pas vraiment connectée avec des étrangers. Non, nous on ne voyageait pas, on n'avait pas trop l'argent pour aller aux États-Unis, peut-être un peu en Angleterre, mais bon, en tout cas, on n'avait pas trop le contact avec ces gens-là qui étaient presque un peu une élite dans le monde du graffiti déjà. Donc, on ne les connaissait pas, on ne leur parlait pas. Donc aucune idée de ce qui se fait dans les pays aucune idée, européens. ni même pas beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se passe ailleurs qu'à Paris. Et même déjà ce qui se passait en France, on ne le savait pas trop. Donc déjà à Paris, c'était déjà largement suffisant de savoir ce qui s'y passait. Et donc On the Run, c'est un peu une fenêtre sur... Et on tombe moi en tout cas, je tombe sur ce magazine et je découvre qu'il y a une vie à l'extérieur des frontières. Et qu'il y a des gens qui font du graffiti, qui en font beaucoup, qui font des choses très étranges par rapport à ce que nous, on a l'habitude de voir. Et qui, moi, en tout cas, à l'époque, m'ont fasciné. C'était carrément un univers toute ma vision changeait complètement, radicalement, par rapport à la vue que j'avais avant, un peu auto-centrée sur ma ville. Là, voilà, je découvrais qu'il se passait des choses à l'étranger. Et quand je me suis dit, voilà, je veux y aller, c'est la Suède. Tu découvres à la fois, par le biais des photos, des nouveaux systèmes ferroviaires, mais aussi des styles assez surprenants. Le rêve, il est à plusieurs niveaux. Il est à la fois au niveau des modèles de train, parce que je m'intéressais à ça. Donc, les modèles de train, ils étaient différents, ils étaient fous, ils étaient nouveaux, ils étaient excitants. Les pays en eux-mêmes, c'était exotique, parce que c'était loin, parce que c'était inconnu, parce que, encore une fois, il n'y a pas de réseaux sociaux, donc... savoir à quoi ressemblait la Suède à l'époque, on ne savait même pas à quoi ressemblait la Belgique, donc on ne savait même pas à quoi ressemblait un train en Belgique, donc là c'est waouh, voilà, les seules infos qu'on avait peut-être sur l'Égypte ou voilà les pays un peu touristiques, on savait à quoi ça ressemblait, mais la Suède, on ne savait même pas si quelqu'un allait en Suède. On ne savait même pas le situer sur une carte. On ne savait même pas que c'était sur une carte. Non, on parlait toujours des pays de l'Est quand on parlait de la Scandinavie. Les pays de l'Est, encore moins. Pour nous, c'était une zone grise. On ne pensait pas que les gens vivaient normalement là-bas. C'était vraiment c'était même pas le tiers-monde, quoi. Parce que le tiers-monde, on voyait à la télé. On avait des images, oui. Là, c'était des martiens, c'était autre chose, quoi. Et toi, Rap, à cette époque-là, au début des années 90, quelle vision tu as du graffiti qui peut se pratiquer ailleurs en Europe? Je vais rejoindre vraiment Cédric sur ça s'est fait un peu comme ça. Donc moi, avant ça, j'observe les graffitis en général, politiques, liés aux cultures musicales, skin, punk. Ça, j'observe avant le tag. Je vois les tags apparaître. Et en 88, j'ai 12-13 ans et un petit gamin, un petit jeune avec qui je suis pote, qui m'amène chez lui, qui me montre Subway Art et Spray Can Art. Et en fait, à ce moment-là, je fais vraiment le lien entre ce que je vois apparaître au quotidien, en bas de chez moi, sur les voies ferrées, et donc en banlieue, et cette culture, quoi. Donc pour moi, c'est très lié aux publications, en fait. Le graffiti, tout de suite, est lié aux publications, et je pense que c'est à cause de ça que j'ai fait beaucoup de photos après. Les publications, tu parles des deux livres. Là, c'est vraiment les deux bases, quoi. C'est Subway Art et Spray Can Art. Ouais. Pour l'instant, on en est là. Je fais mon petit truc, j'avance petit à petit, je suis vraiment très jeune, je commence à faire mes petits tags et tout. Et fin 91, il y a Paris ton quart qui sort. Donc un livre qui parle de la scène parisienne. Voilà, exactement. Et là, c'est une révélation, parce que dans Subway Art et Spray Can Art, c'est des choses qui me semblent loin. Même la petite partie sur Paris avec Mode 2 et Bandeau, j'ai jamais vu. Le terrain Stalingrad, j'avais jamais vu. C'est très lointain. Paris ton quart, il y a Colors, il y a plein de trucs, il y a Sky, plein de tags que je vois au quotidien, en fait. Au Eno, c'est des trucs que je vois vraiment au quotidien et ça se retrouve dans un livre. Donc là, je me dis, en fait, je veux faire ça.
je commençais à faire j'en étais au TAC, je commençais à peine à faire mes premiers graphes. J'avais pris la photo de mon premier graphe, qui était un chrome tout pourri. Et ce livre sort, et je me dis non, c'est ça, en fait, je veux faire des graphes pour faire des photos pour que ça soit dans un livre. Intox sort tout de suite après. Et donc, dans Intox, tout de suite, il y a la scène d'Amsterdam, en fait, quoi. Et pareil, et là, c'est là où je rejoins Cédric. C'est que je me dis, ah oui, il y a des choses ailleurs, en fait. Et il y a du 1653, pareil, les styles sont tout de suite complètement différents de ce qui se fait à Paris. Bien qu'à Paris, ça cherchait, hein, tout le monde cherchait un peu dans son coin des pistes. Ouais, mais on était dans vraiment une esthétique complètement différente. Mais voilà, 1653, enfin là, c'est ça qui me vient en tête, 1653, c'était complètement différent d'un coup. Et j'ai assez vite eu envie d'aller voir aussi ailleurs, et été 93 aussi, donc moi, c'est pas un interrail. Je sais pas comment je me retrouve à savoir qu'il y a les bus Euroline. On me parle des bus Euroline, je vais me renseigner, je vois que c'est super pas cher. Et avec des potes, on part en août 93 à Amsterdam, je viens d'avoir 17 ans. Et je fais mon premier métro à Amsterdam parce que je voulais absolument faire mon métro à Amsterdam, quoi. Et comme les potes s'étaient fait choper avant, j'y vais tout seul, en fait, quoi. Je voulais absolument faire mon truc et je prends ma photo. Donc c'est vraiment lié à la photo et c'est tout un... Et à ce moment-là, quand tu fais ce métro, là, tu rencontres... Il n'y a pas de rencontre, là, c'est vraiment aller peindre. Tu veux dire des locaux ? Ouais. Non. C'est auberge de jeunesse, on est entre nous. On va rôder un plan, les potes se font sauter, je sais pas, je me rappelle plus les détails, mais ils sont en GAV, je me retrouve tout seul. Et je me dis, on va peut-être bientôt partir, il faut que je le fasse, mon truc, quoi. Donc en fait, vous n'avez aucune connexion et vous rodez les dépôts à la débrouille. Après, quoi. Amsterdam, c'est simple, quoi. Tu prends le métro à Central Station, c'est le terminus, Ouais. et tu vas aux deux bouts de ligne, et tu repères. Et en fait, il y avait le gros dépôt du milieu en face d'une prison, là, c'est celui-ci que j'ai fait, quoi. Le plus visible, le plus simple à... Et vous avez vu sinon les métros des locaux tourner Et il y avait voilà, c'est ça, c'est ce qui était fort aussi, c'est qu'Amsterdam, ça tournait. Ouais. En 93, ils n'avaient même pas encore commencé à effacer ils ont commencé à effacer une des deux lignes en 94, je crois. Mais il y en a une qui a tourné jusqu'en 95. Ouais, Donc ça, ce truc, c'était complètement... En fait, sur Paris, j'avais un peu vu les métros tourner, mais très jeune. Je n'ai pas pu profiter de ce mouvement-là des ONO et tout sur le métro. Et ce qu'on voyait dans Paris-Toncar, quoi, ça, je l'ai vu un peu sur la fin, mais je ne l'ai pas vécu en tant que graffeur. Donc là, le fait d'aller à Amsterdam... Ouais, de vivre un petit New York, en voilà, fait. exactement. C'était vraiment ça, le petit New York. C'est vraiment ça, ouais. Et là, tu as pu retrouver finalement visuellement des graffeurs dont tu avais vu les graphes dans les fanzines Oui, certainement. Là, j'ai pas de trucs précis. Mais il y a les UK, y étaient passés justement. Ouais, donc des Français étaient passés à Amsterdam aussi. Étaient passés. Je pense qu'il y avait un Colors qui tournait beaucoup, ouais. Donc un graphe Colors qui tournait tout le temps. Et ça, ouais. D'accord. Et alors, toi, Cédric, les interrails, tu disais que tu avais repéré donc des graffitis étrangers dans le fanzine On the Run. Et le billet interrail, je crois que c'est Opaque qui t'en parle. Déjà, pour suivre ce que disait Fabien, avant de faire ce premier interrail, j'ai fait comme tout bon graffeur parisien. Je suis allé d'un peu près de chez moi, en Hollande, à Barcelone. Et c'est vrai que la première fois que je suis allé à Amsterdam, que j'avais déjà vu certains panels qui étaient dans les fanzines, et quand je les ai vus en vrai, parce que comme il disait, ça tournait, ça s'était pas effacé. Donc les choses qui étaient dans les magazines, tu les voyais en vrai, après, quoi, dans la vraie vie, sur un train qui se déplace comme ça. Et ça fait vraiment un drôle d'effet, alors qu'à Paris, tout disparaissait super rapidement. Et même à l'époque, si certains roulaient, c'était juste certains. C'était pas régulier comme des villes comme Amsterdam, où rien n'était passé du tout. Donc systématiquement, tout se déplace pendant des fois des mois, voire des années. Donc des années après qu'ils aient été faits, que ça a été paru dans un magazine, on pouvait voir les choses, les peintures. Donc déjà, c'est un effet qui est assez... qui est un choc pour quelqu'un comme moi, et puis ça te donne des envies, quoi, parce que d'un coup, ça te bascule dans quelque chose de différent, où ce que tu fais, c'est pas juste amené à disparaître en quelques secondes, ça fonctionne, ça tourne, c'est efficace. Donc voilà, c'est un mécanisme, tu rentres dans une autre façon de voir qui est assez intéressante. Donc j'ai fait les premiers voyages comme ça, en débrouillant, avec des Euroline, avec des voitures pour ceux qu'on avait à l'époque, et on a essayé de faire ce qu'on pouvait dans les limites de nos possibilités financières et puis d'espace. Et quand il y a eu cette première envie, après On the Run, d'aller loin, où là je me suis rendu compte que c'était pas possible, parce que c'était en train, c'était inimaginable. De toute façon, la SNCF demandait un horaire, quand tu vas à la SNCF, que tu vas au guichet, que tu demandes un horaire pour la Suède, le mec il te regarde, lui-même il sait pas où c'est sur une carte, donc t'obtiens rien. Et donc à l'époque, il y a eu cet ami
cet ami qui a commencé à faire un fanzine qui s'appelait Explicit Graphique. Il y a eu cette volonté déjà de s'ouvrir directement sur l'étranger, donc il a fait son premier fanzine et il a mis une adresse dedans en disant voilà, si vous avez des trains, n'hésitez pas à m'en envoyer. Et là est apparu quelque chose auquel on n'avait même pas réfléchi en fait, c'est que les mecs nous envoyaient des photos pour mettre dans le fanzine et nous ont donné leur adresse en disant si jamais vous venez, bah voilà, n'hésitez pas, contactez-nous. Et puis C'était des mecs d'où ça? Moi, je travaillais pas vraiment avec lui. Hein. C'était lui, il faisait son truc tout seul, mais moi, j'étais souvent avec lui, donc je voyais dès qu'il recevait une lettre, il me montrait. Au début, ça n'a pas été salut les copains où on recevait 50 millions de lettres par jour, mais il y avait déjà dès les premières lettres qu'on recevait, déjà on était comme à Noël, quoi. On ouvrait et puis on voyait des photos, on voyait des trains. Alors il y avait plein de trucs moches évidemment, mais il y avait toujours une partie d'exotisme et puis de fascination à recevoir une lettre de quelqu'un qu'on ne connaît pas à l'autre bout de la planète qui t'envoie des photos puis qui t'envoie une lettre manuscrite où il t'explique sa vie et n'hésitez pas, venez me voir, moi j'aimerais bien venir vous voir aussi. Donc c'était des Allemands, des Hollandais? Les premiers vraiment qui nous ont marqués, je me rappelle particulièrement de Mélie, parce qu'on avait vu ses panels à Amsterdam, on adorait son travail, son style complètement décalé de ce qui se faisait à Paris. Et on l'avait vu en vrai, on commençait à voir dans les magazines, bon, il était tout jeune à l'époque, c'était vraiment le début, quoi. Mais d'un coup de recevoir une lettre, c'était, on passait dans quelque chose de différent. Donc, et puis après on a reçu des VIM aussi, donc des mecs de Suède. Et c'est pareil pour nous, autant tous les vieux parisiens comme Bando, Modtube, ici, pour nous, ils ne représentaient pas grand-chose, quoi. C'était nos aînés, mais moi, je n'avais pas commencé à cause d'eux, j'avais commencé pour plein d'autres raisons. Oui, puis il n'y avait pas vraiment de connexion entre ces deux Il n'y avait pas de connexion, générations. comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'était vraiment une élite. Hein. Je ne me sentais pas du tout proche d'eux, alors que les gens comme Mélie, c'était ma génération. Là, je me sentais proche, quoi. Ils étaient comme moi, mais dans un autre pays. Donc du coup, à partir de là, on a commencé à recevoir les lettres, et puis comme Opac, il aime bien chercher et trouver des choses, et ben, il a été se renseigner auprès de la SNCF, il a découvert qu'il y avait cette possibilité, avec le billet Interrail, de voyager jusqu'à ces pays-là à un prix qui était accessible, en tout cas à nos bourses. Donc il nous en a parlé cet été-là, il nous a dit voilà, je veux y aller, est-ce qu'on y va tous ensemble? Et moi à l'époque, je peignais beaucoup avec Patrice et avec un troisième, Tony. Donc on a réfléchi, nous c'était l'été, donc on a préféré se réserver pour partir en vacances à Barcelone, au soleil, enfin, voilà, un peu plus classique. Mais ce truc de billet était resté dans ma tête et je me suis dit, dès que j'ai l'occasion, je veux y aller. Et surtout, comme dans les magazines, j'avais envie d'y aller l'hiver quand il y a de la neige. J'avais envie de peindre un train avec de la neige dans le fond. Donc on a attendu début novembre et on est parti. Mais Opac, lui, il est parti. Et Opac, lui, est parti tout seul. Il s'est lancé dans son aventure. Donc c'était le premier d'entre vous au mois d'août 93, qui part en Interrail pour découvrir ces pays et les graffeurs locaux. Ouais. Oh oui, il a pris ces 3-4 lettres qu'il aimait bien, là, donc les VIM, une adresse en Allemagne. Il a pris les contacts, il a écrit une lettre, il l'a envoyée, il a attendu, comme à l'époque, 3 mois pour avoir une réponse, avec un numéro de téléphone dans un coin, et puis il a fait un petit carnet avec tous ses numéros de téléphone, et puis il est parti, quoi. Donc finalement, quelque part, il a un peu essuyé les plates, puisque c'était ton ami, vous partez quelques mois plus tard. C'était mon cobaye, oui, je l'ai envoyé au front, voir comment ça se passait, et puis une fois qu'il est revenu avec tous les contacts, nous on est partis. Oui. Du coup, vous partez avec quoi, 2-3 numéros de téléphone en poche? Même en poche, c'est beaucoup dire, quoi. C'est un bout de papier, on a marqué nos numéros de téléphone dessus, ouais. Et puis on est parti, quoi. D'accord. Et alors, c'est quoi les destinations que vous avez choisies? Donc la première, c'est là où je voulais aller depuis le début. C'était la Finlande, la Suède, Stockholm. Ensuite, la Finlande, parce que pour moi, c'était vraiment le summum de l'exotisme. Je ne sais pas du tout ce que c'est que ce pays, je ne sais pas ce qui s'y passe. Et c'était, en plus, c'était la frontière avec la Russie. Donc c'est déjà, quelque part, se rapprocher de cette espèce d'entité un peu étrange qui est l'URSS. Et puis à partir de là, j'ai un peu suivi. C'était les deux vraiment pays que je voulais faire. Et après, j'ai vraiment plus suivi les traces d'Olivier en allant à Copenhague. Je n'avais pas vraiment d'affinité au début, mais il m'avait donné une adresse là-bas. Je suis allé à Munich, c'est pareil, il avait une bonne adresse, donc j'y suis allé. Et j'ai essayé Berlin, qui n'a pas marché à cette époque-là, mais qui était déjà une première approche aussi de l'Europe de l'Est, parce qu'à l'époque là, c'était 93, le mur était tombé en 89, mais je me suis retrouvé donc du côté Est quand même, sans faire exprès,
Et je me suis vraiment retrouvé plongé dans cet univers du bloc de l'Est, de la partie derrière le rideau de fer. Et ça m'a fait un choc, puisque j'étais pas du tout prêt à... Enfin, pour moi, ça voulait pas dire grand-chose à l'époque, quoi, à part ce qu'on voyait à la télé. J'avais aucune idée de ce qui se passait à ce niveau-là de l'Europe. Déjà, voilà, on savait pas ce qui se passait en Belgique, alors ce qui se passait derrière le rideau de fer, c'était carrément... C'était même pas exotique, c'était juste effrayant, en fait. Et alors, du coup, à la différence de Fabien, vous partez, vous rencontrez des locaux. Oui, nous on dort chez Lévy. Pas les premiers voyages, puisque les premiers voyages, c'était exactement comme lui. Hein. Oui, c'était je parle de l'interrail que tu fais quand tu vas à Stockholm. Voilà, là on part du fait qu'on a une adresse à la base. Mais c'est un peu différent parce que aussi l'intérêt des billets interrail, c'est que tu peux prendre donc tous les trains que tu veux. Donc ça veut dire que tu peux dormir dans les trains. Tu peux prendre un train de nuit, dormir dedans. Notre idée à la base, c'était d'avoir des contacts, c'est bien, mais on pensait même pas dormir chez eux. On pensait juste faire un coup de train, mettre nos affaires dans un locker, essayer de peindre. Si on a des contacts, c'est mieux. Si on n'en a pas, ben tant pis. Parce qu'on est parti aussi à Copenhague. On avait un contact, on est allé voir les gens à Copenhague. Mais après, on est parti dans tout le fond du Danemark. Je ne me rappelle même pas le nom des endroits. Odense, voilà. On mettait nos affaires on avait nos sacs de bombes. On arrivait dans une gare qu'on ne connaissait pas du tout. On mettait les affaires dans un locker. On allait dans le dépôt. C'était le dernier train, donc on était condamné à rester là dans la neige toute la nuit. S'il y avait un train, tant mieux. S'il n'y en avait pas, ben tant pis. Et puis on peignait, et puis le lendemain matin, on était comme des débiles à attendre sur le quai le train qu'on avait peint pour repartir dans l'autre sens. Et puis voilà, et on dormait dans le train suivant, et après on arrivait dans une nouvelle ville, et puis on recommençait, et puis ainsi de suite, quoi. Avec toujours cette importance de prendre des photos. Au moins du train que tu as peint. Je sais ouais. pas à quel point c'était important à l'époque, hein, parce qu'il y en a plein, j'ai même pas pris de photos, parce que des fois j'avais l'appareil photo, mais j'avais pas de pellicule, ou il n'y avait pas de pile, ou il y avait une sens des priorités qui n'était pas forcément... il fallait survivre déjà. Toujours adapté au... il y avait beaucoup de choses à contrôler, et on avait déjà du mal à se contrôler soi-même, donc Ce qu'il y avait de bien avec quelqu'un comme Opac, c'est que lui était organisé, et lui il avait toujours l'appareil photo qui fonctionnait, il savait être au bon endroit, au bon moment pour prendre la photo parfaite. Et ça pour nous, ça nous a beaucoup aidé, quoi. Mais dans notre groupe en tout cas, c'était lui qui prenait les photos, et nous on était plutôt bons pour d'autres choses, mais pas forcément pour ce côté-là, quoi. Et Inexcess, toi, tu découvres l'Interrail par le biais, comme tu fais partie aussi du même groupe qu'avec Honnête et Opac. Toi, c'est par ce biais-là que tu découvres l'Interrail, ou tu as déjà connaissance de cette façon de voyager avant de rentrer dans cette équipe? Oui, avant de rentrer dans cette équipe, en fait, puisque tout le monde y a accès, du coup, tout le monde dans le monde du graffiti, via Explicit Graphics, qui met en avant tout de suite ces trucs-là. Et du coup, entre 93 et 96, on se rencontre vraiment. Et Cédric, qui a formé beaucoup de gens à l'Interrail, effectivement, m'emmène. C'est quoi, Cédric, 97 ? À faire en tout cas, 96, 97, ouais, à faire mon premier, en tous les cas. Voilà. Toi, comme Cédric, mais à quelques années d'intervalle, tu as découvert toute cette scène européenne, et en tout cas sur le continent européen, par le biais des fanzines. Ouais, c'est ça. XG, c'est quand les premiers XG ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc, ouais, donc c'est ça, à partir de ce moment-là, en fait, quoi. Le premier XG ? Moi, je dirais janvier 93, mais il a bossé dessus tout 92. Oui, t'as raison. Il y avait un truc avec la couverture qui était la même avec... qui a été fait à Aubervilliers, ouais. Non, mais il y avait un autre magazine hollandais qui avait la même couverture. Ouais. C'était un truc de mode tout. Ouais, il y True-Colors. a eu un petit conflit sur ça. Ouais. C'était True-Colors. Ouais, le True-Colors. Et donc toi, Fabien, après ce voyage en Hollande, tu programmes d'autres voyages à l'étranger ? Alors, donc le premier, c'est août 93. Ouais. Ensuite, je laisse passer. Je suis encore à l'école. Je crois que c'est ma dernière année scolaire. Donc ça repart plutôt au printemps 94. Je refais Amsterdam une fois ou deux, pareil, en bus sur Euroline, avec d'autres potes. Toujours pas de contacts locaux ? Toujours pas de contact. Auberge de jeunesse. Acheter des trucs à la boulangerie. Tu sais pas parler. Tu montres les trucs comme ça. Là, je veux ça. Et Dortmund. Parce que On The Run, justement, aussi. J'ai un pote qui, dès 92, à Tikaret, lui les achetait à Tikaret, les On The Run, il avait les trois.
1, 2, 3. Donc le 1, 2, c'était toute la scène allemande. Le 3, c'était New York. Et le 4e, c'était le bleu. Moi, je l'ai acheté à Ticarette, le 4e, un peu plus tard. Et il y avait Dortmund. En fait, ce qui était bien, c'est qu'il y avait un autre magazine, Tough Stuff, je crois. Tough Stuff, c'était un bordel. Il collait tout n'importe où comme ça. Bon, on voyait des graphes, mais moi, j'aime bien quand c'est un peu quand même rangé, un minimum. Et On the Run, c'était bien rangé. Il y avait le titre, Dortmund, Munich. Et Dortmund, ça m'a vraiment attiré, quoi. Il y avait la Soco, je sais pas, apparemment ça s'appelait la Soco, la police, je sais pas pourquoi, qui mettait des grands traits blancs rectilignes sur les graphes à Rio et Shins. Comme ça, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel, des grands traits blancs et tout. Quelque chose qui nous arrivera bien des années plus tard à Paris, quoi. Et Dortmund, pardon, donc je voulais absolument voir Dortmund. Et printemps 94, Euroline pour aller à Dortmund une première fois, et ensuite une deuxième en voiture avec d'autres potes, quoi. Et donc tu feras ton premier interrail aussi avec Et en fait, à cette période-là, toujours lié à XG, je sais pas, un de mes potes qui croise Opac sûrement au terrain de Poissy, Opac qui demande des photos. Bah, nous, on est des gamins, on a envie de passer partout, on a envie de montrer nos graphes, donc on est tout à fait content de passer nos photos. Et je me retrouve il nous invite chez lui, à Poissy, Opac, pour filer des photos. Et je rencontre Cédric. D'ailleurs, on ira faire des graphes en région parisienne ensemble, d'ailleurs. Et à un moment, une des rencontres, Cédric me dit, ouais, tu connais le truc des interrails et tout. Je fais, non, je connais pas, c'est quoi cette histoire? Et il me vend le truc, voilà, on peut aller, pendant un mois, on prend un billet, on va un peu partout. Et là, son projet, c'était d'aller dans le sud. L'idée, c'était Sud-Europe, des destinations peu connues et où les scènes locales n'étaient pas du tout avancées. C'était un peu ça l'idée, d'aller voir des scènes balbutiantes, quoi. Et notamment, il m'a dit Rome. Le métro n'est pas nettoyé. Il a su me... Et donc voilà, j'ai suivi... donc là, on est en 96. Ça, c'est 95. 95, mai, okay. en avril-mai 95. Ouais. Préciser que Rome n'était pas nettoyé, mais à l'époque, il y avait 3 graphes dessus. Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Maintenant, ça fait des années qu'il y a des centaines de trucs, mais à l'époque, il y en avait 3 qui tournaient depuis peut-être 3 ans. Donc on savait que ce n'était pas effacé, mais il y en avait 3, quoi. Ouais, c'était pas encore très développé. Ah non, c'était 3 petits, des gamins qui étaient venus, qui avaient fait des trucs, et puis on voyait qu'il n'y avait pas d'effaçage, quoi. Et est-ce que vous avez connaissance ou est-ce que vous avez rencontré des graffeurs étrangers qui sont passés par la France par le biais des interrails? Par la suite, oui, vraiment beaucoup. Dès le début, pas tant que ça. Et puis, je sais pas, je dirais peut-être 97, à partir de 96, 97. Là, ça a défilé vraiment régulièrement. Comme je disais, chez Opac, c'était très rapidement. Il avait sa maison où il faisait son magazine. Donc, du coup, il recevait pas mal de gens qui venaient donner des photos. Mais il avait une chambre d'amis prévue pour ça, et ça a été le défilé tous les étés. Il y avait 50 personnes qui passaient, un Espagnol, après un Tchèque, Donc du coup, ça devenait une espèce de plaque tournante comme ça européenne de gens qui venaient chez lui. Plus les gens venaient chez lui, plus on faisait des contacts. Plus on avait de contacts, plus on était invité chez eux en échange. Et c'est pareil, quand nous on allait chez eux, en échange, on leur promettait que s'ils venaient à Paris, ils allaient être bien reçus, et puis qu'on allait s'occuper d'eux ici, comme eux s'étaient occupés de nous là-bas. Donc c'est un espèce de système comme ça qui s'est mis en place, un peu naturellement et un peu sans trop de réflexion dès le début, mais pour nous c'était super parce qu'on rencontrait plein de gens, parce que comme il disait aussi tout à l'heure on parlait pas anglais. Moi en anglais j'étais nul à l'école, on n'avait aucune notion de comme ça de s'exprimer dans d'autres langues avec des gens, et je me suis pris au jeu et maintenant j'arrive à me débrouiller en anglais. Et c'est pas l'école qui m'a donné ça, quoi. C'est le fait de rencontrer d'autres gens et puis t'es forcé de parler avec eux, parce que sinon, c'est un peu limité, quoi. Train, là, ok, 5 minutes, ok. Puis, bon, il y a un moment, t'es obligé un peu de développer, quoi. Donc, courir par là. Donc, voilà, ça t'apporte aussi quelque chose humainement, intellectuellement. C'est enrichissant. Donc, vers la fin des années 90, il y a voilà, toute une scène qui se connecte comme ça sur le continent européen. Et on voit que le phénomène des interrails grossit, et on arrive à l'âge d'or de l'interrail, le début des années 2000. Toi, c'est ce que tu vis un peu finalement quand tu fais les interrails. Voilà, l'interrail, c'est pour quelqu'un qui peint des trains, c'est quelque chose d'important. Bah ouais, enfin. C'est ce que tu commences à documenter avec. Bah ouais, non, en fait. tu te limites. Enfin, bon, très vite, c'est pas que tu tournes en rond, mais voilà, sur ton espace parisien ou après les TER quand tu pars un peu en vacances ou des trucs comme ça.
voilà, tu restes un peu en circuit fermé en fait. Effectivement, l'idée ensuite, dans l'idée même aussi du graffiti, de faire tourner son nom, de l'exporter, de finalement l'exporter aussi le plus loin possible. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe, d'aller voir aussi ce qui se passe ailleurs. Oui, parce qu'avec les fanzines et la compétition, elle est devenue internationale quelque part. Donc il ne s'agit plus de se faire connaître en France, mais en Europe. Bah ouais, enfin, c'est international. Enfin, ça va même plus loin que l'Europe en fait. Voilà. Et du coup, alors juste, je reviens sur. C'est dommage qu'on n'ait pas invité Opac en fait, parce qu'il doit avoir vraiment les oreilles qui sifflent hein, à l'heure actuelle. C'est pas la première fois. Mais effectivement, oui, et comme disait Cédric, très très vite, à partir de 97-98, il y a des échanges qui se font. En fait, nous, on va chez les gens. Et normalement, enfin très, très naturellement, ben voilà quoi. Et eux, pareil, système d'interrail, et viennent ensuite chez nous, et c'est des échanges permanents comme ça qui se font. Et toi, au-delà de prendre en photo les trains pour en faire un fanzine, tu as l'idée de faire un vidéozine quelque part, un fanzine vidéo. C'est ça, en fait. Alors, c'est pas mal lié aussi au fait de. Moi, je faisais mes études aux arts, dans une école d'art. Il y a ce truc de la photo, de l'image fixe qui est hyper répandu, qui commence à être hyper répandu. Et voilà. Et dans mon cursus artistique, moi, je bossais en vidéo. Alors, faut se remettre en 96 quand même, où l'accès à une caméra, c'est quand même super compliqué. L'accès à un banc de montage vidéo, c'est complètement... Enfin, voilà. Aujourd'hui, tout le monde a ça sur son ordinateur. À l'époque, on se battait à l'atelier vidéo pour réserver le matos pour pouvoir travailler dessus, quoi. Et on avait des disques durs de 15 gigas, formatés à vide, qui étaient déjà la Rolls du truc. Voilà. Moi, quand je suis arrivé avec mon projet, je peux faire une vidéo d'1 heure, les mecs, ils m'ont rigolé au nez, quoi. Et j'ai monté la première Dirty Hands, 3 minutes par 3 minutes, éclaté sur chaque petit montage était ensuite renvoyé sur cassette Betacam. Et le montage final a été fait sur un banc de montage Betacam analogique à l'ancienne. Voilà, quoi. Et c'est vrai que ces fanzines vidéo, ils amenaient quelque chose en plus, parce qu'on était habitué à avoir des fanzines où on voyait uniquement des photos de métro peint, donc le résultat de ces actions. Et avec les vidéos qu'on avait découvert un peu plus tôt avec des vidéos new-yorkaises, il me semble, hein, je ne sais pas si vous en avez le souvenir, il commençait à y avoir des fanzines vidéo qui venaient des États-Unis. Et donc là, on pouvait filmer, en tout cas pour le spectateur découvrir, le repérage du dépôt, l'entrée dans le dépôt, la peinture qui est en train de se faire. Alors, de quelle vidéo tu parles Parce que moi, le truc, c'est plutôt de me retrouver devant des vidéos où il n'y a que des trains qui tournent, en fait. Oui, je parle justement, quand toi tu fais tes vidéos, tu peux amener ça, en fait. Voilà. Ah oui, pardon. Alors, moi, l'idée, effectivement, c'était, sans vouloir aller trop loin non plus, et sans parler de scénarisation en fait effectivement des choses, c'était vraiment parce que j'ai toujours eu aussi dans mon travail moi cette approche un peu documentaire des choses. C'était effectivement c'était montrer c'est le générique de la 3 You Know How We Do, enfin voilà comment lever le voile sur cette pratique. Ouais, alors sans vouloir non plus mais c'est ça, montrer vraiment comment ça se passe en fait, quoi. Et tout ça en images animées, et pas forcément parce que des photos d'action, des choses comme ça, des photos, on envoyait, l'image fixe, quoi. Mais voilà, c'était essayer de créer quelque chose de plus vivant, enfin en tous les cas avec ce médium-là qu'est la vidéo. Ouais. Toi aussi, Fabien, avec ton équipe, à un moment, vous commencez à faire de la vidéo. Ouais, t'as posé une question, je veux bien y répondre. Donc les premières vidéos, c'est vidéographe en fait, voilà, c'est ça, vidéographe production. Mais si je peux revenir sur mon expérience, donc pareil, c'est plutôt de l'image fixe, donc les livres et les fanzines. Je découvre un peu sur le tard, mais finalement pas si tard que ça, mais Style Wars. J'ai un pote qui est un film sur le graffiti new-yorkais. Un pote qui passe à un pote Style Wars sur cassette VHS. On se regarde Style Wars à l'été 92, je crois, grosse claque en qualité pourrie, mais c'est la première fois où je vois donc un documentaire et du graphe qui vivant, quoi, ouais. Vivant, voilà. Et toujours Opac, faut quand même le dire. Pour moi, Opac, c'est quelqu'un d'hyper important dans l'histoire du graphe à Paris pour les années 90 en tout cas, qui avec son réseau qu'il crée via XG
Je ne sais pas comment il a vidéographe production. Quelqu'un lui file, il fait des duplications, il les Oui, vend. parce qu'il importe aussi des fanzines, il exporte des Voilà, fanzines, il monte tout un business Et, autour de ça. Les cassettes, il en fait des copies, il les vend. Moi, je sais que je lui achète vidéographe production direct. Et il y avait de l'interview, c'était pas que du train qui tourne, il y avait quand même de l'interview de Kate, des RIS, Ouais, des mecs cagoulés qui te parlent en anglais, tu comprends voilà, rien. c'est ça. Et donc, vidéographe, moi, c'était grosse claque direct. Déjà au niveau des styles, moi, les RIS, Ghost, j'étais super fan. On direct. redécouvrait un New York dont on ne connaissait que Voilà. la old school, quoi. Un an avant, j'avais découvert 1653 par exemple, et un an après, Ghost, pour moi, c'est une grosse révélation, et Reese aussi, quoi. Et tout de suite, il y a Rolling Steel, qui est une vidéo d'Amsterdam, une grosse vidéo d'Amsterdam avec du rock. Moi, en plus, j'étais très hip-hop à l'époque et tout. Là, il y a du gros rock, du punk et tout dedans. Il y a du rap aussi, mais il y a aussi de la grosse guitare. Je suis là, ouais, c'est bien quand même et tout. Et une vidéo du Danemark aussi qui sort un peu en 94 avec plein de trains rouges, enfin Copenhague, quoi, plein de trains rouges et tout. Et en fait, on a juste envie de faire la même chose, quoi. C'est le mimétisme. Hein, je crois que toute activité humaine est faite comme ça, quoi. On a eu envie de faire des magazines parce qu'il y a eu des magazines. On a eu envie de faire des vidéos parce que. Et dès 93, avec des potes, on se met à filmer les trains, nos trains, quoi. En fait, il y a un Gaz, pour pas le nommer, son voisin qui avait un caméscope, qui en avait absolument rien à foutre, donc il lui squattait le caméscope. Gaz n'était pas trop impliqué, donc c'est un autre pote qui a fait aussi des études. Tu parles de Robin ? Ouais, Robin, qui a fait l'ESRA en fait, quoi, et qui avait vraiment ça en tête, de faire une vidéo. Lui, il avait vraiment ça. C'était un peu lui le meneur du projet vidéo, quoi. Et dans mon souvenir, vous filmiez surtout les trains en circulation. Ouais, on filmait surtout nos trains. Ouais. Mais il y avait peut-être peu d'action finalement. Et en fait, les actions, c'est encore un autre sujet, mais moi, quand j'ai commencé à faire des trains vraiment régulièrement au printemps 92, la toute première fois, je prends mes potes en photo et je vais développer les photos, je les trouve super bien, et là, je me dis, mais imagine, je me fais sauter les photos, c'est des preuves, et bêtement, j'arrête de faire des photos de mes potes. Enfin, super con, je me suis jamais fait sauter les photos. Et je pense qu'on s'est dit un peu la même chose pour les vidéos. C'était plus sûr quand même. Voilà, c'est preuve en moins, je sais pas, après, c'est pardon, des trucs un peu space, quoi, mais... Parce que ce qu'on connaît un peu moins, c'est qu'il y a toute la difficulté pour aller rentrer dans un dépôt, peindre un métro, mais ensuite, il y a quand même une certaine difficulté à réussir à l'avoir en circulation. Donc finalement, tous les films que vous faisiez pour arriver à filmer vos métros en circulation, c'était quand même un peu technique, un peu sport. Oui, enfin, pas tant que ça, finalement. Tu vas faire ton dépôt, tu sais sur quelle ligne il passe, donc tu vas sur le quai, t'attends comme un con, et il passe ou pas, quoi, en fait, quoi. Et souvent, tu te prends des vents, tu dis qu'il te manque plein de photos, mais moi aussi, enfin, on l'a tous vécu. Voilà, il n'y a rien de sûr. Nous tous. Voilà, il suffit d'y aller, en fait. C'est pas si technique que ça. Il suffit d'y aller, attendre 3 heures. Soit tu as la chance, il passe tout de suite, soit il roule toutes les heures de pointe, et là, c'est jackpot, tu le filmes toute l'heure de pointe, soit il fait qu'un aller. Enfin, il y a plusieurs cas de figure, mais... Puis au bout d'un moment, tu commences à être rodé aussi, tu commences à connaître les horaires de ton train, quoi. Ouais, c'est toujours le même que tu peins dans le podé. Ça, c'est plus pour les trains de banlieue, les métros, c'est un peu plus aléatoire, mais... Parce que toi, Vulfran, tu suivais les graffeurs dans les dépôts, tu les filmais, donc tu avais avec toi quand même des preuves assez parlantes. Hein. Ouais, mais ça s'organise ensuite. Enfin, c'est-à-dire, tu veux dire dans le rush de l'action, de sortir, de. Ouais, dans le sens où Fabien faisait attention à. Ouais, mais ça avoir des preuves s'organise sur lui, quoi. ensuite, quoi. Tu sors toujours ta cassette avant de sortir du dépôt, qui est prête à être jetée si jamais. Enfin voilà. Et puis les trucs sont tous. Au fur et à mesure, tu caches, t'as jamais rien chez toi. Enfin, c'est des strictes règles à respecter quant à ce genre d'activité, en fait, quoi. Et donc tu filmes après, donc tu décides de choisir l'angle de l'interrail un peu pour cette vidéo, pour Dirty Hands 3. Moi du coup, ouais, alors comme disait Fabien, effectivement, on taxe les. Moi, j'ai commencé à filmer en VHS-C. C'était gros, tu vois, et qui étaient les caméras des darons, effectivement, taxées. Ah ouais, ton père il a une caméra, vas-y, hop là. Donc ouais, tiens, hop. Puis on allait filmer des actions comme ça. Et du coup, après, je me retrouve donc aux Arts Déco à Strasbourg, et là, t'as accès à du matos en fait, quoi. Et donc j'emprunte du matos, et très vite, je me mets effectivement à filmer.
voilà, tu peux emprunter du matos une semaine, et je me mets très vite à filmer effectivement tout ce qu'on fait, tout ce qui se passe, et voilà. Et pour l'Interrail, tu filmes de quelle année à quelle année, grosso modo? Parce que là, on voit, alors il y a des petits soucis de... Enfin, c'est entre 99 et 2002, grosso modo. Pour les Interrail, mais après les deux premières, la 3, enfin Dirty Hands 3 en fait, parce qu'il y a 3 opus, est axé sur les Interrail, donc effectivement... après, il y a tous les bonus et tout ça. C'est dès le premier Interrail en Pologne, qui passait par la Pologne et là où on avait bien squatté quand même. Donc là, on est en 97. Moi, déjà depuis 2 ans, en fait, je suis en train de filmer tout ce qui se passe à Paris et tout. Et puis il y a Dirty Hands 1, il y a Dirty Hands 2 qui sont plus focalisés vraiment sur Paris. Ouais. Mais sur les voyages, là, tu décides de filmer les voyages dès la Pologne, en fait. Ah ouais, dès le premier Interrail, ouais. Je suis avec la caméra et on filme, en fait. En fait, même dès le premier Interrail, il a fait quelque chose que nous, on ne faisait pas du tout, parce qu'il prenait des photos aussi, mais il prenait tout en photo. C'est-à-dire que tu as presque un film d'un bout à l'autre de l'Interrail, si tu mets toutes les photos une après les autres. Quand on était dans le train, quand on mangeait, tout ce qu'on faisait en dehors du dépôt, il prenait en photo. Et pour le premier voyage en Pologne, on a 500 photos, alors qu'avant on en avait 10 au bout de l'Interrail. Là, on en avait 500, quoi. Il avait tout archivé comme ça au fur et à mesure. Tu avais un peu filmé à cette époque, pas totalement, mais déjà au niveau photographique, il y avait déjà presque un déroulé total. Si en passant toutes les images les unes après les autres, on avait presque un film d'un bout à l'autre du voyage. Alors, je voudrais en revenir un peu à l'Interrail et la manière dont il se pratique de plus en plus en Europe. Au début des années 2000, tu me disais que c'était un peu l'âge d'or de l'Interrail, et vous voyez apparaître les faux billets Interrail. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, comment tu les as découverts et comment ils se sont un peu propagés? Alors, très précisément, quand c'est arrivé, je me rappelle plus trop, je pense 97, 98, parce que je pense qu'à partir de 98, c'était des faux, mais ça, je sais pas exactement, mais à la base, c'était des amis à nous, un qui était slovaque et un qui était tchèque, et qui ont eu la bonne idée un jour d'aller casser une machine dans leur train, avec des billets de train dedans. Des souches? Des souches. Et à la base, leur idée, c'était de se faire des faux billets. Puis après, ils se sont dit, en fait, c'est les mêmes souches que pour les Interrail, quoi. C'est juste l'impression dessus, et puis après, ils mettent des petites pages derrière pour écrire, qui mettent un bout de scotch. Tout ça, c'était facile à faire, en fait. Donc ils se sont dit, pourquoi pas faire des Interrail avec ça. Donc au début, ils avaient un gros paquet comme ça, donc ils ont fait un Interrail. Ils en ont distribué à droite à gauche à tous les gens qu'ils connaissaient. Donc ils sont venus à Paris, ils nous en ont donné une vingtaine comme ça. On était contents, on ne savait pas quoi en faire, mais on allait trouver, quoi. Et donc à l'époque, on essayait comme partout, quelqu'un qui travaillait dans un bureau, qui avait une imprimante, donc on essayait de les imprimer. Bon, ça n'a pas été simple au début, on imprimait dans la hauteur alors que le billet était en longueur, ou alors ça avait une grosse traînée noire comme ça d'encre, mais des fois ça marchait plus ou moins, c'était tout baveux, mais on essayait, on partait, et puis ça fonctionnait. Parce que les gens de la SNCF, la plupart, ils connaissaient même pas ce que c'était un billet Interrail, quoi. C'était vendu, mais les contrôleurs, ils en voyaient jamais, donc ils comprenaient pas, et puis bon, il n'y avait pas de téléphone, donc ils pouvaient appeler personne, donc ils regardaient, ils voyaient qu'il y avait un prix, ils voyaient qu'il y avait marqué SNCF, c'était un vrai billet, donc c'est tout ce qui leur suffisait pour valider le truc, quoi. Mais les premiers étaient rédigés à la main, si je me souviens bien, hein. Je suis retombé justement oui, mais là il y a la souche. Après, tu as un petit format avec des grilles, il y a un grille, et puis là, tu remplis à la main. Les grilles, ok, ça c'était toi qui mais les grilles, il fallait les imprimer, quoi. Mais moi, les premiers que j'ai, mon nom est écrit. Enfin, c'est le mec. Ah oui, t'écris ton nom à la main. À la main et tout ça. Enfin, il n'y avait pas de. Oui, c'est à l'usager, en fait, de remplir la grille. Non, c'était le mec au guichet Oui. qui écrivait ton nom. Mais ensuite, c'est à toi de remplir les différents pays dans lesquels tu te rends, en fait. Voilà, après, tu as la souche, où tu as juste, c'est marqué global, avec tous les endroits où tu peux aller, où tu peux pas. Et puis derrière, tu as un petit carnet que tu dois remplir toi-même, ta destination. Quelle heure tu le prends, quelle heure tu arrives, et le contrôleur, quand il passe, c'est ça qui tamponne. Et la souche reste la même, quel que soit ton... Et donc les faux billets Interrail se propagent petit à petit? Donc au début, c'était un peu comme un jeu, voilà, ils en avaient plein, donc ils en ont distribué à droite à gauche, et puis directement, ils se sont dit, tiens, on va faire un business avec ça. Donc ils sont recommencés, ils ont repris des billets, ils ont refait des Interrail, mais cette fois pour les vendre au fur et à mesure. Et puis après, ça a changé un peu, c'est changé de main, c'était des gars plus proches de chez nous, en Belgique, qui ont commencé à vraiment faire toute une magouille autour de ça. Et là, ça s'est propagé vraiment comme un incendie, quoi, parce que c'était pas cher. Pour 50 €, un billet qui valait
À l'époque, c'était des francs, donc ça valait, je sais pas, 2000, 3000 francs. Et là, tu l'achetais à 50 francs, donc c'est pas pareil. Et puis après, ça partait dans tous les sens. Il y en a qui faisaient des interrails de 3 mois, ça n'existait pas du tout, hein, mais ils prenaient le prix, ils multipliaient par 3, ils marquaient 3 mois, et puis hop, c'était parti. Et puis même pour aller, si on voulait juste aller à Barcelone, par exemple, on faisait un interrail. Ça coûtait moins cher d'avoir un billet interrail que de prendre un aller-retour en train normal. Donc on avait des interrails pour aller partout, quoi. Donc à un moment, les usagers de l'interrail sont quasiment principalement des graffeurs qui font des faux billets interrail, quoi. Même pas, puisque ça a été au-delà de ça. Il y avait des étés où on rencontrait des gens qui étaient juste des gens qui allaient au Portugal ou qui allaient en Athènes l'été et qui avaient des faux billets interrail, quoi. C'était de bouche à oreille, ça avait pris partout en Europe. Et tout le monde, tout ce qui avait moins de 20 ans et qui voyageait l'été avait un faux billet interrail, quoi. À la limite, si tu avais un vrai, tu passais pour le fouillon dans le train, quoi. Mais c'est quand même ce qui a tué le truc aussi, hein, finalement. Oui, parce que forcément, il y a une fin à cette période. De toute façon, je pense qu'il y aurait une fin parce que ça devenait vraiment un moment. Le graffiti a vraiment explosé, passé 2000. Il y a vraiment une explosion en Espagne, en Italie. Il y a vraiment une profusion de gens qui faisaient du graffiti. Et tous ces gens-là ne voyageaient pas en fait à l'année, mais par contre l'été, ils partaient pour peindre. Et il y a une surenchère de gens qui voyageaient, d'Espagnols, d'Allemands. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Et là, je pense qu'il y a dû y avoir des étés où les contrôleurs croisaient clairement des clochards dans les trains avec des billets à 3000 balles et ils ont dû commencer à se demander, c'était partout, et ils ont dû commencer à se demander mais qu'est-ce qui se passe avec ce truc en fait. Des clochards avec des sacs de bombes. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec ce truc? C'est pas possible en fait. Et puis voilà, à partir de là, ça a commencé à... Donc ça s'est un peu durci, les contrôles ont commencé à... ils ont informatisé le truc, Et comme tu le disais, ils ont augmenté les prix, ils ont réduit les possibilités. Oui, après c'est comme tout, hein, dès qu'ils voient quelque chose fonctionne, forcément ils essaient de le changer pour que ça leur apporte plus, et puis quand ils voient que ça déborde, ils essaient de le contrôler d'une certaine façon. Mais après c'était peut-être destiné aussi, je ne sais pas si ça existe encore, hein, j'en ai pas fait depuis longtemps. Et on n'entend pas trop parler, mais à l'époque on n'entendait pas parler non plus finalement, en dehors du monde du graffiti. Non, je crois qu'il y a vraiment une zone entre 2000 et 2010 où là c'était l'émeute à la SNCF, où c'était chaque été des milliards d'interrailleurs qui sillonnaient l'Europe dans tous les sens. Et puis les Espagnols, les Italiens, c'est pas les plus discrets, donc déjà tu comprends bien qu'ils ont des billets interrail, que c'est des faux, que de toute façon ils s'en foutent, même s'ils découvrent que c'est un faux, ils partent en courant. Et puis les gens de la SNCF s'attendaient pas à ça, quoi. Ils sont pas habitués à ce genre de phénomène, donc ça a vraiment dépassé, pris une ampleur qui était devenue ingérable à un moment. Ce qui fait qu'après les interrails, de toute façon, chacun de vous commence à faire des voyages aussi au coup par coup, avec des vraies destinations, des vraies envies d'aller à un endroit précis pour découvrir aussi la... De toute façon, en vieillissant, tu changes un peu ta façon de faire les choses, tu n'as pas envie des mêmes choses non plus. Déjà, on voulait aller plus loin, parce qu'avec la billet d'interrail, la Pologne, c'est sympa, mais j'avais déjà été 10 fois. C'est usant, 10 fois aussi. C'est usant. C'est fatigant de changer de train tout le temps, d'avoir des destinations où on se dit qu'on reste que 24 heures ou 12 heures. Et puis tu te rends compte qu'à faire que des trains, tu passes à côté de plein de choses aussi, parce qu'au final, on avait été partout en Europe, mais on n'avait rien vu. À part les dépôts. Voilà, à part les dépôts, ça, on connaissait par cœur des noms de bleds que personne connaissait. Mais par contre, des musées, on n'en connaissait aucun, des centres de vie, la bouffe, à part les McDo ou les trucs dégueulasses dans la rue, on connaissait rien. Enfin, à un moment, tu te rends compte que pour le graffiti et pour ma vie, ça m'a appris plein de choses, ça m'a apporté plein d'aventures. Mais à un moment, j'avais envie aussi intellectuellement de faire les choses différemment. Donc tous ces pays, je les connaissais par le biais de l'Interrail, et j'ai eu envie par la suite de les connaître plus calmement, plus posé, en prenant un train pour aller quelque part, et puis en se posant quelque part, puis en revenant. Quelque chose de plus... même si ce que j'y faisais, une sur place, n'était pas très naturel, mais au moins la façon d'y accéder était plus simple qu'un Interrail. L'Interrail, c'est une mission. Tu prends ta croix sur le dos et tu la portes pendant un mois. Et surtout que tu as un billet d'un mois, tu n'as pas envie d'en perdre une seule goutte, donc tu le rentabilises jusqu'à la dernière seconde, où voilà, si le billet est fini à minuit, tu arrives à la gare du Nord à minuit moins 10, quoi. Et même des fois on dépassait et on se cachait dans le train parce que le contrôleur il allait te mettre une amende parce que tu avais dépassé la date de retour d'une demi-journée, quoi.
On va essayer, nous, pas de dépasser notre timing qu'on s'était imposé. Du coup, on arrive au terme de notre petite discussion. On va faire une petite pause. Merci à vous quatre. Merci beaucoup. Et on reprend dans un quart d'heure pour une table ronde où on se dirige vers l'Asie cette fois. À tout à l'heure. Merci. Merci à vous.